Bonjour et bienvenue sur Génération Cité d'Or. Alors, petit enregistrement particulier. Aujourd'hui, je suis en voiture accompagné de Jérôme Maury et on se rend chez Elisabeth de Caligny afin de réaliser le direct que vous avez déjà peut-être vu par rapport à cette émission qui ne sera diffusée qu'après. Voilà, avec Jérôme, on voulait discuter un petit peu de Génération Cité d'Or, du premier numéro, parce qu'il a eu l'immense privilège de l'avoir entre les mains et de le lire, alors entre les mains de façon numérique. Mais donc il va nous donner ses impressions. Mais avant cela, on va peut-être te présenter, Jérôme. Bonjour Jérôme. C'est qui Antoine? Mais qui es-tu? Qui je suis? Oh, pas grand, je suis pas une personne très importante. Hein. On s'est rencontrés à Lyon il y a quelques années de ça. C'était lors de des rencontres qu'avait organisé BTLV à l'époque. Et du coup, on avait repris contact tous les deux parce qu'on s'était rendu compte qu'on habitait pas très loin. C'est ça. Voilà. On est limite voisins. C'est ça, à quelques kilomètres à vol d'oiseau. Et moi, entre-temps, j'ai écrit un livre sur... parce que moi, j'ai un sujet qui me passionne, c'est les pyramides. Donc j'ai écrit un livre sur les pyramides. Et puis, on s'était retrouvés pour discuter de ce livre-là, de mes recherches, etc. Et voilà, donc depuis, j'avais fait quelques petites vidéos avec toi sur Miasme TV. Et puis, sur d'autres chaînes, voilà. Oui, parce que ce que Jérôme ne vous dit pas, c'est que effectivement son livre, il l'a pas écrit sur les pyramides, mais sur la grande pyramide de Gizeh quand même. C'est ça. Parce que tu avais, de par ton métier, découvert une certaine spécificité en regardant les plans de coupe de cette pyramide de Gizeh. Si tu veux nous en dire deux mots. Oui, moi je me suis passionné sur cette grande pyramide mystérieuse, ce mystérieux énigmatique monument. Et comme beaucoup de personnes, moi je me suis amusé à essayer de trouver sa fonction. Parce que on sait que maintenant on le sait depuis pas mal de temps, que c'est contrairement à ce qu'on nous apprend à l'école, cette pyramide n'est pas un tombeau. Donc moi je me suis pris au jeu d'essayer de trouver sa fonction. Et puis en analysant la structure interne de ce monument, moi à un moment ça a fait tilt un petit peu avec mon travail. Et puis d'autres recherches que je faisais à l'époque par rapport à l'eau. Et moi c'est ce que j'en déduis, c'est que c'était une espèce de centrale énergétique liée à l'eau. Donc voilà. Et mon métier, je suis frigoriste de métier, grâce à mon métier, j'ai un petit peu, comment expliquer ça, découvert que certaines parties de cette grande pyramide pouvaient avoir des fonctions de condenseurs, des fonctions d'éléments que je retrouve dans mon métier en fait. Voilà. C'est ça. En tout cas, Jérôme a écrit un livre qui apparaît là juste à l'écran. Je vous invite à vous y intéresser parce que vous y apprendrez vraiment beaucoup de choses et sa théorie tient vraiment la route, je trouve. Surtout qu'on découvre de plus en plus souvent d'éléments comme quoi il y aurait même un lac maintenant en dessous de la grande pyramide. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de choses au quotidien qui viennent corroborer ta théorie. Les anciens ne fabriquaient pas les pyramides n'importe où. Enfin, il n'y a pas que les pyramides. Moi, c'est ce qui est super intéressant avec les recherches que j'ai fait, c'est que après, quand j'avais fait ce lien avec l'eau et la grande pyramide, je me suis aperçu que ça marchait aussi avec beaucoup de lieux sacrés à travers la planète. Parce qu'apparemment, il n'y a pas que la pyramide. La pyramide, c'est un générateur de... Ça génère une certaine énergie, mais d'autres constructeurs avaient compris pour moi ce principe. Et il n'y a pas que cette forme pyramidale qui permet de travailler avec l'eau. Mais voilà, ce que j'ai remarqué, c'est que les constructeurs implantaient ces lieux à des endroits bien spécifiques. Oh, mais ça sent le tome 2, ça, dis-moi. J'y travaille depuis pas mal de temps, figure-toi. C'est long, hein, ça prend beaucoup de temps. Moi, le premier livre que j'ai écrit, ça m'a pris pas mal de temps. Et puis, t'as jamais écrit de livre, Antoine, encore? Non, pas encore. Si un jour ça vient, tu verras que ça prend beaucoup de temps. En plus, moi, je suis assez perfectionniste.
j'ai fait moi-même les dessins, les plans pour argumenter mes explications et tout ça, ça prend du temps. Voilà. Ouais. Mais j'y travaille au top 2. Bon. En tout cas, voilà, c'était pour présenter rapidement Jérôme. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, on vous donne un petit scoop, c'est que Jérôme va faire partie de l'équipe B, on va dire, de Génération Cité d'Or. À partir du moment où le magazine va trouver son rythme de croisière, on pense à vous proposer un hors-série. Et voilà, Jérôme aura la charge de ces hors-séries. On en reparlera, je pense, fin de l'année ou 2020, début 2020. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Mais c'était aussi pour vous expliquer pourquoi Jérôme était très bien placé pour pouvoir faire cette lecture du magazine, du premier numéro. Alors, ce premier numéro, Jérôme, premier ressenti. Alors, je lui ai pas demandé avant, hein, donc j'ai pas voulu me spoiler. Je vais découvrir en même temps que vous. Voilà, qu'est-ce qu'il en a pensé? J'espère qu'il en a pensé que du bien, sinon vous la verrez jamais cette vidéo. Non, super, vraiment, moi j'ai adoré. Il y a plusieurs choses que j'ai vraiment appréciées. Déjà, c'est que c'est un numéro très... Enfin, ton magazine est très dense. Il y a quand même 100 pages. Donc, on n'est pas volé. Ça, voilà, moi alors je l'ai lu en format e-book. Mais même en format papier, je pense que voilà, c'est pas le genre de magazine qu'on va lire en 1 heure. Il y a plein de sujets abordés. Et voilà, déjà, moi je trouve que par rapport au contenu et au volume, on n'est pas volé. C'est une très bonne chose. Parfois, il y a des magazines qui font 50, 60 pages, on reste un petit peu sur notre faim. Il y a des articles qui font que 3 pages, 4 pages, 5 pages. Là, on a vraiment des articles je sais pas, en moyenne c'est une dizaine de pages, c'est ça? C'est ça, les articles, ça va de 6 à 12, 15 pages en fonction des sujets, mais effectivement ce ne sont que des sujets de fond. L'idée c'est que vous puissiez vraiment approfondir les thèmes, même si ce sont des thèmes que vous pouvez connaître, hein. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, l'objectif c'est que vous appreniez quelque chose. Et toi, du coup, est-ce qu'il y a un article qui a vraiment été le point d'entrée sur lequel tu t'es jeté, on va dire, en première lecture? Non, je l'ai lu dans l'ordre. Voilà. Voilà, parce que j'ai voulu vraiment lire tous les articles. Hein. C'était ma mission pour donner mon avis. Donc j'ai lu tous les articles dans l'ordre. Et il y a un article que j'ai préféré, c'est celui d'Elisabeth. Je vais avoir le plaisir de lui dire de vive voix tout à l'heure, j'espère. Et non, vraiment son article, j'ai vraiment bien aimé parce que là on a un condensé sur cette mystérieuse forêt de Cannock Chase, un condensé de phénomènes paranormaux. C'est cinglé ce qui s'y passe là-bas. Ah ouais, c'est vraiment... il y a de tout, quoi. On a un panel de tous les faits qu'on peut retrouver. Là, je dirais que c'est vraiment un condensé de... Il y a de tout. Il y a des ovnis, des Bigfoot, des petits hommes verts, des fantômes. On retrouve même... des loups-garous. Des loups-garous. Tueurs en série. C'est ça. Vraiment, là, on a... Non, c'est son article, j'ai vraiment bien aimé. Et en plus, je connaissais pas du tout cette forêt. Alors, c'est ça aussi qui est intéressant avec ton magazine, c'est que, comme tu le dis, toi, c'était un petit peu le but de ce magazine, c'est de proposer aux lecteurs des articles dans lesquels ils vont apprendre des nouvelles choses. Et moi, ça a été le cas. Tous les articles que j'ai lus, j'ai appris des nouvelles choses. Même, comme tu le dis, si on parle de faits ou d'événements que les gens connaissent plus ou moins, mais on va quand même apprendre des choses. Et j'ai trouvé ça super. Et dans les articles, il y a donc 2 types de lecture, hein. Il y a la lecture linéaire, qui est la lecture de l'article de l'auteur, mais il y a aussi la lecture transverse sur les colonnes de droite, on va dire, avec les QR codes. Oui. Est-ce que tu as été te promener un petit peu sur ces QR codes? Je suis allé me balader justement, et ça c'est génial. Alors le format papier, il va falloir scanner le QR code. C'est ça. Format numérique, moi je l'ai lu sur ma tablette. Ce qui est bien, c'est que j'avais juste à cliquer sur le QR code et hop, ça me renvoyait sur la vidéo, sur une vidéo de l'auteur ou du sujet
abordé. Et non, c'était vraiment super sympa. Je trouve ça, et c'est la première fois que voilà, tu as innové dans ce sens-là, et je trouve l'idée vraiment géniale. Parce que parfois, comme je te dis, on peut lire des articles dans des magazines et puis on reste un petit peu sur notre faim. Alors que là, si on veut explorer plus en profondeur le sujet, hop, on clique sur le lien et puis on va tomber sur les vidéos d'auteurs ou sur des conférences, ou ce qui permet après, les différents liens que propose YouTube ou autres plateformes, de voir d'autres vidéos de ce même auteur, et vraiment ça permet d'approfondir le sujet. J'ai trouvé ça super intéressant. Oui, c'est ça. Alors, j'ai pas innové dans le sens où le QR code ça existe quand même depuis quelques temps, mais en général il est surtout utilisé à des fins commerciales. Là, l'objectif c'était vraiment d'aller plus loin dans l'étude du sujet, soit en renvoyant effectivement vers des conférences, vers des vidéos, ou vers des PDF. Il y a des articles sur lesquels on renvoie sur des vieux articles de presse qu'on a retrouvés en PDF pour pouvoir illustrer le propos. Sur l'article d'Elisabeth, il y en a un que j'ai vraiment apprécié. C'est une artiste peintre, sculptrice, je sais pas si ça se dit. En tout cas, elle fait de la sculpture du réel, et sur le Pigman. Oui, je sais pas si sur le fameux homme cochon, oui, voilà. Oui. Où elle fait des super sculptures, elle fait des sculptures de malades, très réalistes. Et voilà, même moi j'ai découvert des choses en voulant illustrer tout ça. Et il y a vraiment des petites pépites à découvrir à travers ces QR codes. Même cette vidéo, c'était des enquêteurs en Angleterre, des chasseurs de fantômes, qui avaient fait une petite vidéo dans la forêt, et à un moment donné ils sont tombés sur, on voit une espèce de forme blanche un peu fantomatique qui traverse. Bon, c'est assez bref, mais voilà, ça donne matière à l'article, c'est ça qui est bien. Tout à fait. Et alors sur les thèmes qui ont été abordés dans le magazine, est-ce qu'il y a un thème sur lequel t'as pas forcément c'est pas un thème vers lequel tu irais habituellement, mais comme là tu les as tous lus, du coup est-ce que l'article t'a plu? Par exemple, l'article Damel Blanc sur Johnny Hallyday. Non, de Claire Thomas. Claire Thomas, je confonds. De Claire Thomas sur Johnny Hallyday. Non, sincèrement, ça aurait pas été un article que je serais allé lire. Voilà, c'est pas un sujet qui. Bon, déjà, je suis pas fan de Johnny, excusez-moi. Et puis, mais vraiment, j'ai pris quand même plaisir à lire son article. Et puis, c'est vrai qu'il y a des choses qui matchent par rapport à ce qu'elle a découvert. C'est ça qui est passionnant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme article? Un article que j'ai bien aimé, c'est sur par rapport à Freddy, les griffes de la nuit. Et c'est pareil, voilà, j'ai appris, parce que comme tout le monde, moi je pensais que c'est Wes Craven qui avait fait le film de Freddy, il s'était pas forcément basé sur des faits réels, et on apprend que si, en fait. C'est qu'apparemment, alors je veux pas spoiler l'article, mais oui, apparemment c'est des faits qui se sont vraiment déroulés aux États-Unis, et c'est un petit peu là-dessus que Wes Craven s'est appuyé pour faire son film Freddy. Aux États-Unis et puis en Asie aussi. En Asie, apparemment les personnes aux États-Unis venaient d'Asie. C'est ça. Donc c'est ça qui est étrange, c'est qu'apparemment ça touchait une population très particulière, et quasi que masculine. Il y a eu un cas de femme, je crois, qui a vécu cette horreur, mais voilà. Alors j'espère que l'article tu l'as pas lu entre 22h et minuit. Si, je l'ai lu avant de me coucher, et c'est vrai que ça laisse pas indifférent. Bon, apparemment toi t'as eu du mal à t'endormir. C'est ça. Bon, moi je me suis bien endormi quand même. Je les ai tous vus, les Freddy, quand j'étais petit, alors je suis habitué au truc. Mais c'est vrai que ça laisserait. Bon, puis je suis pas cambodgien, c'est ça. Je crois que c'était les personnes du Cambodge qui étaient particulièrement touchées par ce phénomène, et moi je suis pas cambodgien. Donc. Mais non, c'est vrai que ça laisse pas indifférent. Quand on s'endort le soir, on se dit ouais, bon, j'espère que je vais me réveiller demain. tout ira bien. Mais non, ouais, super sympa aussi comme article. J'ai bien aimé aussi l'article de Pascal Cazotte sur les cas de combustion humaine spontanée. Et
j'en avais entendu parler. Là, il a vraiment creusé le sujet. Il donne plein d'exemples, parce que c'est un phénomène qui a été très illustré, très notifié, on va dire, par des offices sérieuses, de médecine, etc. Il y a eu des rapports de médecins légistes qui confirment bien que les corps ont brûlé, mais voilà, que le feu est parti de l'intérieur. Oui, alors, surtout que le mobilier n'a pas été touché. C'est ça. Parfois on retrouve des restes de membres avec encore des collants, alors qu'on se dit si la personne brûle, en plus apparemment il faut quand même ça monte à plus de 2000 degrés, je crois, un corps pour pouvoir carboniser et que ça finisse en tas de cendres. Et puis on se dit que rien autour mais des choses toujours que je savais pas. C'est ça qui est intéressant avec l'article de Pascal, c'est qu'il y avait toujours des liens par rapport à toutes ces personnes qu'on retrouvait je dirais en cendres. C'est qu'il y avait toujours une espèce d'huile, ou je sais plus, cette suie collante qu'on retrouvait aux alentours. Et puis moi, ce que j'ai aimé à la fin de l'article aussi, c'est qu'il part sur... Parce que souvent on essayait de donner une explication scientifique à ces cas de combustion humaine spontanée, et puis lui nous emmène sur un côté un petit peu plus ésotérique sur la raison de ces cas. Et bon, je ne vais pas spoiler, je vais pas vous donner envie aux lecteurs de lire Génération de Cité d'Or. C'est ça. Voilà. Si vous voulez avoir la conclusion, là, pour le coup, il va falloir acheter le mag. Mais alors, j'ai appris entre-temps que Jean-Pierre Girard, tu sais, la personne qui parvenait à tordre des barres de fer par par télékinésie, par sa propre énergie, lui avait fait une étude des combustions humaines spontanées, et visiblement il aurait trouvé la raison scientifique à cela, et aurait réussi à le reproduire en laboratoire. Bon. J'ai pas eu le temps de creuser le sujet, et puis en plus Jean-Pierre Girard, c'est une personne que j'aurais bien envie d'inviter sur Miasme TV pour pouvoir discuter de toute sa carrière, parce que c'est génial ce qu'il a fait. Donc voilà, mais en tout cas, même s'il y a des raisons scientifiques, il peut y avoir plusieurs sources, plusieurs causes à tout ça, et ça peut dépendre effectivement des personnes. En tout cas, la conclusion de Pascal Cazotte est vraiment très intéressante et laisse à réfléchir. Et puis voilà, il ne faut pas exclure toutes les autres possibilités. De toute manière, tout ne reste que possibilité. Excusez-moi, je paye nos péages. Et oui. Alors par contre, tu m'avais dit aussi que tu avais trouvé des connexions entre plusieurs articles, entre eux, et que tu allais m'en parler aujourd'hui. Connexions que j'ai peut-être pas vu finalement. Non, alors c'est pas entre tous les articles, mais c'est vrai que, comment expliquer ça, par exemple, par rapport à l'article d'Elisabeth sur Canyon Chase, elle nous parle des Bigfoot. Oui. Et à côté de ça, tu as l'article de Marie Roca qui nous parle aussi des Bigfoot. Tout à fait. Et c'est pareil, il y a un article aussi que j'ai vraiment bien aimé, c'est celui de Véronique Cardranva. Voilà. Véro. Pour les intimes. J'ai vraiment super adoré son article aussi. Sur les menhirs et en pays Bigoudin. Bigoudin, voilà. Et puis moi ça a matché par rapport à mes recherches aussi, parce que c'est ce qu'elle a un petit peu déduit des sites, de beaucoup de sites en Bretagne où on retrouve des dolmens, des menhirs, c'était des lieux de guérison. Voilà, moi c'est un petit peu les déductions que j'ai fait aussi de mes recherches par rapport aux sites sacrés qu'on retrouve un peu partout sur la planète, notamment les pyramides, où c'était des lieux de guérison. Et puis on retrouve ces fameux, on retrouve aussi dans la forêt de Canyon Chase alors je sais pas vraiment un petit menhir, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Je sais plus comment elle l'appelle dans l'article, il porte un nom bien spécial. Enfin voilà, tu vois, il y a des connexions comme ça entre les articles. Qu'est-ce que j'avais fait aussi comme rapprochement, laisse-moi voilà, enfin j'ai trouvé que dans les articles il y avait des connexions. Tu vois, parfois il y a des articles où comme on dit, tu passes du coq à l'âne. Et là non, au contraire, tu peux retrouver
c'est vrai que les hommes sauvages velus, on en fait référence dans plusieurs endroits du magazine. Là aussi, j'ai l'impression que le thème en fait de ce premier numéro, c'est qu'il y a beaucoup de légendes urbaines. En tout cas, on pensait que c'était des légendes urbaines, et puis il s'avère que c'est quand même des trucs qui sont vachement documentés, où chacun peut retrouver des sources, que ça soit sur des livres de la BNF, que ça soit dans des archives, etc., sur des peintures. Finalement, que ça soit les hommes velus, les hommes sauvages velus, que ça soit le phénomène de combustion spontanée, que ça soit Freddy, etc. Non, les auteurs sont très bien documentés sur les sujets, et on se rend compte que c'est pas des... Les légendes urbaines, elles sont peut-être pas si légendaires que ça en définitive. Non, c'est ça. Bah, en plus, Marie Roca, là, moi je l'avais déjà vu une conférence à Lyon. Voilà, à Lyon, on avait donné une conférence sur les géants. C'est une personne qui creuse bien ces sujets, qui se documente bien, qui prend pas des trucs à la légère sur internet, qui va vraiment aller vérifier les sources sur lesquelles elle va s'appuyer pour faire ses articles. Et là, c'est le cas dans son article sur les Bigfoot. Elle s'est appuyée autant sur des récits qui remontent à plusieurs siècles, que sur des témoignages plus récents de personnes. Voilà, c'est un peu comme avec les ovnis, c'est des personnes qui ont les pieds sur terre et la tête sur les épaules, et lorsqu'ils disent qu'ils ont vu un Bigfoot, un homme velu, voilà, ce n'est pas une hallucination. Non, ouais, voilà. Tout à fait. Surtout ce cas là dans les Pyrénées, dont on retrouve d'ailleurs, ça fait partie des lectures transverses, où je retrouve le PDF d'un magazine qui retraite de ce cas, de l'enlèvement d'une bergère par un homme sauvage. Oui, il y en a. Les hommes sauvages velus, en fait, Marie appelle cela une autre humanité, et c'est exactement ça. Ce sont des humanités qui auraient survécu au cataclysme et qui se seraient petit à petit étiolées, éteints, mais qui... il resterait quelques survivants. Quelques survivants, bien cachés. Ou alors, moi c'est un petit peu en lisant l'article d'Elisabeth, comme on se rend compte par exemple à Kenoches qu'on a un festival de bêtes, on va dire ça comme ça. Je te dis comme ça, ça peut être aussi bien les loups-garous, des Bigfoot, même les panthères noires, enfin les fameux gros chats noirs là. Mais parfois les personnes qui ont été témoins de ça, ils disent hop, ils ont disparu sous nos yeux. C'est vrai. Alors est-ce que c'est pas non plus aussi un lieu, je pense que je vais en discuter longuement avec Elisabeth aujourd'hui, est-ce que c'est pas un lieu où on aura un portail, ça peut faire sourire, mais interdimensionnel, justement, de temps en temps, des êtres venant d'une autre dimension, pourraient venir interagir dans la nôtre, et puis hop, le portail se ferme, ils disparaissent. Mais tu sais, de toute manière, ça c'est une théorie qui existe sur l'existence et des ovnis, et des fantômes, et des êtres de la nature, et de toute la cryptozoologie. C'est qu'ils sont sur des phases, des phases différentes à notre, on va dire, à notre plan. Taux vibratoire différent. C'est ça. Et donc, à partir du moment où ils rentreraient dans notre taux vibratoire à nous, on pourrait les voir. On pourrait même être tous les deux à côté, il y aurait un ovni qui apparaîtrait, toi tu pourrais le voir si tu es sur la bonne fréquence, c'est pour ça. C'est ça, ça a été le cas sur de nombreux, voilà, des personnes qui voyaient un ovni et puis les autres à côté, voilà. Ils voyaient rien du tout. Est-ce que finalement leur seul moyen de survie c'est ça, c'est pas de se déphaser et de passer sur un autre plan vibratoire? Donc même s'ils sont sur Terre, ils sont sur une dimension parallèle, on va dire, pour utiliser des termes simples que tout le monde comprend. Et du coup, voilà, ils s'en sortiraient comme ça, et il y aurait peut-être des raisons externes, des paramètres externes qui à un moment donné feraient que ils reviendraient sur notre plan de vibration à nous. Et ça, voilà, c'est intéressant parce que, comme tu le dis, est-ce que c'est propre aux
aux témoins, comme tu dis, de se caler sur un taux vibratoire bien spécifique qui leur permet justement de voir d'avoir ces apparitions. Et puis, ou alors, est-ce que, comme je l'expliquais, est-ce qu'il n'y a pas un moment des conditions externes qui ferait qu'il y a un portail qui s'ouvre et puis permettre cette connexion avec ces mondes invisibles, ces autres mondes. Ça, c'est encore des choses à creuser. Le jour où on aura la réponse à ça, on va révolutionner la vision du monde. Ça, après, ça sera plus du paranormal, ça sera du normal. C'est ça. Voilà, on aura trouvé. Alors, en parlant de normal, on a aussi deux articles de société. Un de Lily Oz, ouais, sympa. Sur le fanatisme, l'autre de Nadine Touzeau sur la cybercriminalité. Oui. Qu'est-ce qu'on a pensé de ces articles? Parce que c'est vrai que du coup, on n'est plus dans la cryptozoologie, dans le paranormal, dans l'ufologie, mais comme j'ai déjà pu le dire, le magazine en fait est un magazine de culture alternative, et donc on ne s'interdit pas non plus d'aborder des sujets de société à partir du moment où ce sont des choses qu'on ne va pas retrouver dans le mainstream et ou des raisonnements qui seront suffisamment originaux pour être dans le magazine. Donc en quelques mots, qu'est-ce que tu as pu en penser de ces... J'ai bien aimé, oui, c'est justement ça. À un moment, on a un bol d'air, on sort un peu de toutes ces recherches paranormales, et puis voilà. Non, c'est bien de faire des articles comme ça, et puis non, j'ai bien aimé l'article de Lily Oz sur le fanatisme. Et c'est vrai que faire des liens, par exemple, avec des fans de chanteurs, ou des personnes qui donneraient leur vie pour une personne, pour un artiste, et puis de faire ce parallèle avec les fanatiques religieux et donner ces explications. Moi j'ai trouvé sympa son article. Ouais, sur la cybercriminalité aussi, j'ai bien aimé. Je crois que c'est un métier d'avenir, ça. Il y aura du boulot plus tard. Là, je pense effectivement qu'il y aura du boulot. Alors, petite information pour ceux qui auront eu le plaisir d'acheter les magazines. On leur proposera donc en avant-première les entretiens complets de certains auteurs sur le sujet. Donc, par exemple, Lily Oz, on a enregistré l'entretien sur le fanatisme, donc vous pourrez retrouver cette vidéo. Pareil pour Nadine, où là on a même pas forcément pu tout mettre ce qu'on avait dit pendant notre entretien dans le magazine, donc il y a des choses qui apparaîtront et dans l'entretien qui ne seront pas dans le magazine et vice versa. Là pour Elisabeth, on est en train de se rendre chez elle justement pour tourner ce petit live. Le live cet après-midi, mais ce matin aussi, elle devrait nous raconter à sa manière Cannock Chase. Voilà, il y a et Pascal Cazotte aussi, on va retrouver sa vidéo. Donc on essaye aussi de vous donner en exclusivité, ou en tout cas en avant-première, accès à des vidéos qui traitent du sujet des articles, de certains articles du mag, et voilà, pour vous permettre d'aller plus loin, pour vous permettre d'avoir une autre vision, parce que la vision orale et la vision écrite peuvent se compléter, et puis ça permet d'avoir vraiment quelque chose de conséquent. Bon, écoute Jérôme, voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour d'horizon sur les ressentis d'un lecteur sur le mag. Non, donc plutôt voilà, positif. Ouais, très positif. Moi je vous encourage à acheter ce mag. Voilà. Je pense que j'aurai aussi plaisir, même si je l'ai déjà lu en format PDF, je pense que j'aurai plaisir aussi à l'avoir en format papier. C'est ça. Parce que donc on vous rappelle, même si c'est un mag e-book, l'objectif c'est de pouvoir le produire au format papier, pour les personnes qui ont encore un peu de mal avec le PDF, les anciennes générations dont je fais partie. Pour avoir la possibilité d'imprimer ce magazine au format papier, on a besoin de pouvoir atteindre le seuil des 500 précommandes sur le crowdfunding Ulule
que l'on a lancé. Parce que comme on a une jeune société, on n'a pas encore la trésorerie pour pouvoir imprimer à l'avance les exemplaires. Donc c'est vraiment important que vous vous mobilisiez pour nous aider à atteindre ces 500 précommandes. Et il reste plus que 3-4 jours, hein, ça se termine lundi 6 mai à midi. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Lundi 6 mai à midi. Si dès lors vous voyez notre échange avec Jérôme après le 6 mai, rien n'est perdu. Logiquement sur le site vous aurez la possibilité de télécharger, d'acheter le magazine au format e-book sur générationcitedor.com. Et si on a constitué un petit peu de stock, il y aura peut-être aussi la possibilité de l'avoir au format papier ou alors à l'édition à la demande. Mais le problème de l'édition à la demande, c'est que c'est pas les mêmes tarifs que quand on fait une impression en lot de 500 exemplaires. Donc voilà, c'est pour ça, mobilisez-vous. Et puis à partir du deuxième, ça sera peut-être plus simple, hein, parce que vous aurez déjà entendu parler du magazine, et puis vous aurez déjà les premiers retours de lecteurs. Hein. Non, et puis le numéro 1 sera collecteur. C'est ce qu'il faut. Ah bah oui, hein, pour le coup le numéro 1 il sera super collector. C'est pour ça qu'il faut l'avoir en format papier. Parce que dans 10 ans il vaudra... Je pourrais aller chez Pawn Star le revendre. C'est ça. Interdit de revendre dans 10 ans. Ah, non. Si vous êtes collectionneur, il faut le garder à vie. Hein. Ça sera un trésor que vous léguerez à vos enfants et vos petits-enfants. Quand tu seras arrivé au numéro 100, les gens vont dire regarde, j'avais le premier, moi, j'ai participé au lancement. C'est ça. Et peut-être qu'au numéro 100, je passerai la main. Bah déjà, 4 par an, ça 25 fait... ans. Hein. Dans 25 ans, ouais. Si je sucre pas les fraises à ce moment-là, on pourra en reparler. C'est ça. Donc voilà, donc écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc on rappelle le tarif du magazine en précommande, c'est 10 € le magazine plus les frais de port. Vous avez la possibilité de pouvoir rajouter un goodies développé par la société Shop Artefact. C'est le disque solaire, le calendrier Aztec. Donc comme à l'époque de Pif Gadget, votre magazine plus le goodies. Et puis après tout se passera sur Génération Cité d'Or pour avoir plus d'informations. Et puis dès que vous aurez lu des articles, n'hésitez pas à mettre votre commentaire dans le blog des articles pour donner aussi l'envie aux autres lecteurs de pouvoir découvrir ces sujets qui sont intemporels. C'est-à-dire que même dans 10 ans, vous pourrez reprendre les sujets du numéro 1. Ils n'auront logiquement pas bougé d'un iota. Voilà. Eh bien, merci Jérôme pour t'être donné au jeu du lecteur bêta. Alors bêta... Delta ou... Alpha, bêta... Et puis on va se retrouver donc chez Elisabeth pour le direct tout à l'heure. Et puis à très bientôt sur Miasmo TV. À bientôt tout le monde. Allez, ciao ciao et merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Ciao ciao.